monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je vous invite aussi à la relayer et à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. Été comme hiver, c'est toujours aussi efficace. Nous commencerons ce journal avec la fracture de l'Occident après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le spectacle a fait réagir toute la planète et n'aura sans doute pas fait briller notre pays sur la scène internationale. Une nouvelle occasion manquée. Nous parlerons un peu de sport ensuite à l'occasion de l'affiche olympique exceptionnelle pour le tennis, un tournoi qui pourrait entrer dans la légende. Et puis nous terminerons avec l'éducation nationale qui peine de plus en plus à recruter. 4 jours après la controversée cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, on mesure à présent les conséquences internationales. Entre incompréhension et rejet, les dirigeants français auront encore signé une véritable contre-performance diplomatique, décryptage d'une fracture. Un symbole de l'Occident irréconciliable. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris organisée vendredi dernier ne cesse de faire réagir aux 4 coins de la planète. De quoi dégrader encore notre nation sur la scène internationale. Certains pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs interrompu la retransmission télévisée, tant ils jugeaient les images inappropriées. Un choc pour le monde, d'autant que pour beaucoup, Paris reste la magnifique ville lumière, ce que la capitale aura au demeurant encore su montrer malgré le saccage quotidien du maire Anne Hidalgo et la souillure éphémère du metteur en scène Thomas Joly. À l'international, plus encore qu'en France, on n'était donc pas préparé à assister à ce torrent de déculturation. Pourtant, nous aurions dû nous en douter. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Diverses, on l'a vu. En effet, la cérémonie de vendredi aura été placée sous le signe de l'hypermixité, renommée pour l'heure inclusivité. Ainsi, drag queen, queer, transsexuels, travestis, trouples se seront donnés en spectacle aux yeux du monde, qui aura fini par croire que le seul blanc de l'affaire était même devenu bleu. De même, pour le monde, la France est intrinsèquement liée à la religion catholique et ce malgré les incursions invasives du laïcisme anticlérical. Matteo Salvini, le vice-président du Conseil italien, a estimé que cette cérémonie était un très mauvais début de Jeux Olympiques. Le député de l'AfD, Beatrice von Stross, semblait aussi circonspecte face à ce spectacle. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, la tête de la présidence tournante de l'UE, a pour sa part déploré le délitement moral de l'Occident, dont la cérémonie était finalement une démonstration criante. Le patron du Fidesz aura également estimé que notre pays s'était montré tel qu'il était. Des propos blessants pour un grand nombre de Français également ulcérés par ce spectacle de débâcle. La triste scène sur la passerelle de Billy où l'équipée LGBT défilait en culotte, caricaturant la scène et le Christ, n'aura visiblement pas non plus été au goût de Donald Trump. J'ai trouvé que la cérémonie d'ouverture était une honte. La moquerie de la peinture La Seine. Les catholiques et les chrétiens du monde entier sont indignés. Ils peuvent faire certaines choses, mais j'ai trouvé cela terrible. Vous me connaissez mieux que la plupart des gens, je suis très ouvert d'esprit, mais je pense que ce qu'ils ont fait est une honte. Du côté de Biden, on a réagi. Enfin, son épouse Jill, la première dame états-unienne, a trouvé cela spectaculaire. Elle s'est même demandé comment faire mieux pour la prochaine fois, puisque les Jeux Olympiques de 2028 se tiendront aux États-Unis à Los Angeles. Heureusement, Jill Biden et son mari n'auront pas véritablement besoin de répondre à cette question. Du côté du président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, l'impression rejoint celle de Donald Trump. Il a évidemment considéré comme insultante et choquante la parodie de la scène, un sentiment dû, selon l'éditorialiste Elisabeth Lévy, à la différence de point de vue quant à la laïcité. Ça illustre simplement le fait que les États-Unis et le reste du monde considèrent la laïcité française comme un truc vraiment très bizarre, très anti-religieux, ils n'y comprennent rien. Une considération partagée plus ou moins par Zora Bitton. On s'en fout des religieux, on n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où tout le monde était représenté dans toute sa splendeur. La France, c'est la liberté. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. Le piètre spectacle a donc trouvé grâce aux yeux de certains, pendant qu'il en repoussait d'autres. Une fracture qui, si l'on écoute l'incontournable Jacques Attali, pourrait avoir été l'objectif de la cérémonie. Ce rôle qu'on retiendra aussi, je pense, c'est
l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et elles ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence, et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. En réalité, ce que l'écart de perception de cette cérémonie montre, ce sont les prémices d'une rupture anthropologique entre ceux qui ont encore une idée de notre culture et de la défense de notre civilisation et ceux qui sont à l'œuvre pour l'avilir toujours plus. Le crépuscule des dieux du tennis à Paris. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, les cours olympiques devraient s'inscrire dans l'histoire avec les dernières sorties de plusieurs légendes. Un sujet de Nicolas de Lamberterie. Une ère de près de 20 ans du tennis se clôture à l'occasion du tournoi olympique de Paris. Les spectateurs parisiens ont en effet probablement vu l'Espagnol Rafael Nadal, 38 ans, se produire pour la dernière fois en simple sur les courts en terre battue parisien. Celui qui a remporté 14 fois le tournoi de Roland-Garros est en effet miné depuis plusieurs années par les blessures, même si à vrai dire, nombreux étaient les observateurs qui ne pensaient pas le voir jouer au-delà de ses 30 ans en raison de l'intensité physique de son jeu. Le roi de la terre battue, qui n'a presque plus joué depuis 2 ans, a fait des Jeux Olympiques de Paris son dernier grand objectif. Aligné dans un double très attendu avec son jeune compatriote Carlos Alcaraz, Nadal a une chance de clôturer en apothéose sa carrière. S'il ne s'est pas encore officiellement prononcé sur sa retraite, il n'est pas exclu qu'elle arrive en septembre, lors de la Laver Cup, un tournoi d'exhibition organisé par son ami et rival légendaire Roger Federer. Quant au tournoi de simple, Nadal a sans surprise été éliminé au 2e tour par son autre grand rival, le Serbe Novak Djokovic. Ce dernier a au cours de sa carrière pulvérisé tous les records du tennis et remporté à plusieurs reprises tous les grands tournois du monde. Tous, sauf un, et à vrai dire celui qui tient le plus à cœur pour celui qui ne cache jamais son patriotisme serbe et son attachement à l'orthodoxie, l'or olympique. Djokovic, qui a échoué à 3 reprises en demi-finale des Jeux Olympiques, vit très probablement à 37 ans sa toute dernière chance de décrocher le seul titre qui manque à son immense palmarès. Sa victoire contre Nadal, pour le 60e affrontement entre les deux joueurs, un record absolu, bien qu'attendu, pourrait lui donner la confiance nécessaire pour aller enfin au bout de son rêve, même s'il devra probablement pour ce faire se défaire de joueurs qui ont plus de 15 ans de moins que lui. Une autre légende du tennis mettra pour sûr un terme à sa carrière après le tournoi olympique, l'Écossais Andy Murray, qui a été le 4e homme du quatuor constitué avec Federer, Nadal et Djokovic, à dominer le tennis des 2 dernières décennies. Adulé dans son pays pour avoir sorti le tennis britannique du néant depuis Fred Perry, double champion olympique et double vainqueur de Wimbledon, blessé à la hanche à partir de 2017, il a repris sa carrière après 2019 en jouant avec une hanche métallique. Aligné uniquement sur le tournoi de double olympique cette année, Murray a repoussé in extremis de quelques jours sa retraite en sauvant 5 balles de match consécutives lors du premier tour. Il est aligné aujourd'hui au second tour de double avec son compatriote Dan Evans. Enfin, côté français, la probabilité de ramener la moindre médaille est extrêmement faible, puisqu'au second tour, il ne reste déjà plus qu'un joueur en simple, une paire de doubles masculins et une paire de doubles féminins. Mais en attendant que de nouvelles générations reprennent le flambeau des succès du tennis français, les spectateurs pourront donc se consoler en admirant la dernière sortie des légendes de ce sport. L'éducation nationale continue de dégringoler. Cette année, les concours de recrutement des enseignants n'ont toujours pas fait le plein, mais comme d'habitude, la Macronie est autosatisfaite. Le point avec Renaud de Bourleuf. Bien entendu, la rentrée est préparée. Vous savez, la rentrée de 2024, elle se prépare depuis 6 mois, donc elle est prête. Oui, il y aura des professeurs devant toutes les classes à la rentrée. Une fois de plus, la Macronie s'attribue de bonnes notes. Fin juin, le ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, affirmait qu'il y aurait assez d'enseignants dans le secondaire pour la rentrée de septembre. Les résultats tombés mi-juillet ont plutôt fait l'effet d'une douche froide.
3401 postes de professeurs n'ont pas été pourvus à l'issue des concours, toutes catégories confondues. C'est le cas dans 4 académies, Créteil, Versailles, la Guyane et Mayotte. Ainsi, à Versailles, plus grande académie de France avec environ 1 million d'élèves, ce sont près de 4 postes sur 10 proposés au concours qui restent vacants. Et non content de ne pas parvenir à régler le problème, la Macronie semble au contraire l'avoir aggravé. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a lancé l'alerte dans une étude publiée en décembre 2023. Selon ce rapport, en 2022, 2 élèves sur 3 étaient scolarisés dans des établissements entravés par un manque de personnel enseignant. En 2018, les proportions correspondantes étaient seulement de 17%. Ce mois de juillet, après les résultats des élections législatives et la relégation du gouvernement aux affaires courantes, Nicole Belloubet regrette que la réforme du recrutement des enseignants ait été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale. La mesure consistait à ramener le concours du professeur des écoles à Bac+3 au lieu de Bac+5, un détricotage d'une décision de la Macronie datant seulement de 2 ans. En effet, en 2022, le passage du concours était passé de Bac+4 à Bac+5. Il reviendra donc à la case départ à Bac+3, une décision qui rime donc avec une baisse inévitable du niveau des candidats à l'enseignement. De quoi alimenter le véritable problème de l'éducation nationale, à savoir son manque d'attractivité. En effet, si les candidatures fondent comme neige au soleil tandis que les défections des professeurs se multiplient, c'est tout simplement parce que l'enseignement, naguère reconnu par la société, est devenu un véritable repoussoir pour les étudiants qui auraient un bon profil. Des salaires trop bas, une faible reconnaissance, des agressions, un dénuement matériel, la vétusté de certains locaux, autant d'éléments qui poussent les jeunes qualifiés à éviter la filière, pendant que d'autres la considèrent comme une voie de garage. Une tendance en forme de cercle vicieux qui devrait donc s'aggraver tant qu'une véritable réforme en profondeur ne mettra pas un coup de pied au postérieur du mammouth. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref. En Grande-Bretagne, les finances réservent aussi quelques mauvaises surprises. En effet, le tout nouveau gouvernement travailliste a découvert un trou dans les finances publiques de la modique somme de 22 milliards de livres sterling, soit un peu plus de 26 milliards d'euros. Rachel Reeves, le ministre des Finances britannique, a donc réuni une conférence de presse lundi, expliquant qu'à son arrivée comme chancelière de l'échiquier, elle avait rapidement vu que les comptes avaient été caviardés par les conservateurs. Corollaire de cette découverte, des coupes budgétaires et des hausses d'impôts à prévoir. Toutefois, les travaillistes ont déjà promis de ne pas augmenter la TVA ni l'impôt sur le revenu ou sur les entreprises. Tout porte à croire que les super profits seront dans le viseur. En effet, ceux-ci sont souvent prélevés à un taux entre 10 et 28%, pendant que les revenus, eux, sont souvent taxés jusqu'à 45%. Des annonces déjà bien intégrées par la City qui devrait rapidement trouver des subterfuges pour y échapper. En revanche, les travaillistes pourraient aussi décider de cibler une hausse des frais de succession, notamment en supprimant certaines exonérations. Une manœuvre bien connue en France puisque les successions sont souvent synonymes de spoliation des biens familiaux par l'État. Retour en France, décidément la gestion des finances n'est pas leur fort non plus. La Cour des comptes vient d'épingler l'Élysée pour l'explosion de son budget réception. Selon l'institution, le budget 2023 est en déficit de 8,3 millions d'euros. En tout, plus de 170 réceptions ont été organisées dans le palais présidentiel uniquement l'an dernier pour une somme proche des 11 millions d'euros. Bien au-delà de la période d'avant Covid de 2019 où seuls 149 raouts avaient eu lieu. Par ailleurs, le nombre d'invités à chaque événement a explosé, plus 13%, et sans surprise, les dépenses par convive aussi, plus 20%. La réception pour le roi Charles III a quant à elle coûté près de 500 000 euros. Fidèle à son habitude de mensonges et d'escamotage, le palais de la présidence explique n'avoir ni dette ni déficit pour 2023, mais uniquement un décalage entre les prévisions et les dépenses réelles. Cette gestion en roue libre de l'Élysée serait sans doute moins déplorable si elle ne s'accompagnait pas en plus d'une déliquescence de la France dans le monde, prouvant que la diplomatie du petit four ne fonctionne plus à Paris. C'est un peu l'Arlésienne de ces Jeux Olympiques. La Seine n'est toujours pas saine. Ce mardi, l'épreuve de natation du triathlon masculin n'a pas pu avoir lieu. La raison, vous l'avez deviné, la pollution de la Seine. En effet, comme hier lundi, la qualité de l'eau a été jugée insuffisante pour permettre aux nageurs de pratiquer. L'épreuve a donc été déplacée à mercredi 10h45, juste après l'épreuve féminine qui, elle, commencera dès 8h. Bien sûr, sous réserve que les tests prouvent que les seuils de baignabilité soient respectés. Les paris sont donc ouverts. À noter toutefois qu'Anne Hidalgo s'est baignée dans le fleuve il y a quelques jours, à un moment où les seuils de pollution étaient dépassés, et il semble depuis que le maire de Paris soit toujours en parfaite santé.
Les sportifs français renouent avec un record. Avec 8 nouvelles médailles acquises lundi, les tricolores ont égalé le score de 1996 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Parmi les récompenses suprêmes depuis le lancement de cette édition olympique, on note bien sûr la victoire de Léon Marchand sur le 400 mètres 4 nages et celle de Manon Apiti-Brunet au sabre. Pour les médailles d'argent, relevons celle acquise par l'équipe de France de concours complet, l'une des 3 disciplines olympiques de l'équitation, dont les épreuves se déroulent dans le parc du Château de Versailles. Ainsi, Karim Florent Lagouague, Nicolas Touzin et Stéphane Landois se sont offerts la 2e place. Une saveur toute particulière pour Stéphane Landois qui concourait sur la selle de Chaman du Monceau, le cheval de la jeune cavalière Thaïs Meust, décédée dans une chute en plein concours en 2019 avec ce même cheval. De quoi expliquer pourquoi le cavalier désormais médaillé d'argent s'est tourné vers le ciel à peine son parcours d'obstacles terminé. Une belle image, pas seulement sportive. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Au programme également sur TV Liberté, un épisode de Passé Présent. Guillaume Fiquet reçoit le professeur Philippe Conrad pour rétablir la réalité sur le mythe d'Al-Andalus dans l'Espagne médiévale. C'est à présent le moment de se quitter. En attendant demain pour une nouvelle édition, bonne fin de soirée à tous et surtout, portez-vous bien. Bonsoir.